Bonsoir à tous. Mais s'il y avait un permis de conduire les émissions, Victoria, je vous la fais sauter ce coup-ci. Écoutez, c'est toujours Patrick Simon. Ah oui, mais enfin, brusquement, il me change. Fabienne, c'est comme Patrick Simon, en mieux quand même. Dites que vous êtes content que c'est Fabienne et pas Patrick Simon. Ah, c'est vrai que quand je regarde dans la cabine, moi j'aime beaucoup Patrick Simon, mais quand je regarde dans la cabine, que je vois Fabienne, c'est quand même plus gratifiant, vous voyez. Voilà, c'est très bien. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, cher ami, bonsoir. Alors comme promis, vous êtes venu passer la première partie de l'émission avec nous, et puis si vous le désirez, vous pourrez bien entendu rester plus longtemps. Un tour de l'actualité, si vous en êtes d'accord. J'ai remarqué une chose, c'est que, au fond, quand vous venez nous voir dans cette émission, c'est assez rare qu'on fasse comme dans les autres émissions. On parle d'autre chose, on parle de culture, de musique, de vous, de votre vie, mais on a, je crois, très rarement fait ce que font les autres journalistes, c'est-à-dire de vous interroger sur l'actualité. Et je pense que pour une fois, on peut le faire, surtout que cette actualité est vraiment riche, c'est le moins qu'on puisse dire, en événements. Et l'événement le plus frappant de ces jours derniers, pour nous en tout cas, pour les Français aussi d'ailleurs, je pense, ça devrait l'être, c'est certainement l'assassinat d'Yann Pia. Je sais que, en dépit de l'éloignement qui a pu se produire depuis quelques années, vous aviez pour Yann Pia beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse même. Et on a vu à la télévision d'ailleurs à quel point vous étiez touché par la nouvelle de sa mort. Mais je pense qu'on peut évoquer ça, et puis on pourra aussi évoquer ce que ça signifie au sens le plus fort du terme. Quel signe c'est pour notre société actuelle. Il est bien évident que dans un fait comme celui-là, il y a ce que l'on ressent comme homme et ce que l'on doit dire comme homme politique, n'est-ce pas? De la même manière, Yann Pia était une femme, une mère de famille et une femme politique. Bien sûr, j'ai connu Yann quand elle avait 6 ans, par conséquent, elle était la fille d'une de mes amies et j'ai eu l'occasion de renouer avec elle quand elle était dans d'assez grandes difficultés comme jeune fille. Puis elle a été une des premières militantes du Front National, puisque son adhésion au Front National doit dater de 1975. Elle a occupé rapidement des fonctions importantes. Il est vrai que notre structure à l'époque était tout à fait diaphane, mais elle s'était engagée à mes côtés d'une façon très énergique, comme souvent les femmes le font, très passionnée aussi. Et il lui avait été confiée une responsabilité importante à Toulon, à Hyères et dans le département du Var, puisqu'elle était secrétaire départementale du Var. Ensuite, elle a été, à la suite d'un déplacement professionnel de son mari, qui était pilote de chasse de l'aéronaval, elle est allée dans les Landes, et Landes, il n'y avait pas de fédération du Front National. Elle a créé la fédération des Landes. Puis ensuite, la mutation militaire de son mari l'a ramenée dans le Var, où elle a de nouveau s'est vue confier la responsabilité de secrétaire départementale. C'est là qu'elle a été élue pour la première fois députée en 86, puis conseillère régionale, et elle a été réélue députée du Front National en 1988. Et là, il y a eu un certain nombre de divergences entre nous. Le Front National n'est pas un mouvement politicien, c'est un mouvement politique qui a une assez grande rigueur de règles internes, n'est-ce pas? Et dans la mesure où elle n'avait pas été respectée, Yann Pia a donc été écarté. C'est une règle que nous appliquons à tous. Néanmoins, dans une circonstance aussi dramatique que celle-là, je pense d'abord au moment que nous avons passé ensemble, aux liens qui étaient les nôtres. On ne sait pas ce qui reste d'ailleurs, ce qui subsiste au fond des âmes, de ce que l'on a vécu dans le passé, mais il reste toujours quelque chose. Ce sont des morceaux de notre vie. Je crois que, pardon de vous couper, mais pour en revenir aux conditions dans lesquelles elle a quitté le mouvement, je crois qu'on peut dire que, au fond, parler d'exclusion, c'est aussi abusif que de parler de porte claquée. Je crois qu'il y a une espèce de gentleman agreement qui s'est fait au moment où elle a pris des positions qui n'étaient plus les positions du mouvement et où, à l'évidence, le mariage restait pas possible.
un petit peu de l'histoire, puisqu'elle dit qu'elle a été exclue parce qu'elle avait voté pour le RMI. Non, elle a été exclue parce qu'elle avait voté le RMI pour les étrangers, pour les immigrés. Ça, c'était un point de notre doctrine fondamentale. Vous savez que le Front National défend la préférence nationale. Voilà. Et puis, bon, de toute évidence, elle avait à ce moment-là des fréquentations qui l'éloignaient progressivement de nous, mais il n'y a pas eu de polémique, si vous voulez, sur notre, si ce n'est, bon, ce qui est utilisé par la presse et qui a été repris d'un livre qu'elle avait écrit, que je n'ai d'ailleurs pas répondu. Voilà. Alors, vous parlez de la presse dans cette affaire. Bon, ça n'étonnera personne si on dit qu'une fois de plus, elle s'est montrée majoritairement ignoble. Avec quand même une palme d'or pour certains journaux, je pense au Monde. François qui a titré de façon immonde Yann Piat, entre parenthèses, exclu du Front National, assassiné, établissant un rapport que d'ailleurs à ma connaissance que François a été le seul à suggérer d'une façon particulièrement immonde, car déjà on devait savoir, si on est journaliste, on devait savoir quelle était l'atmosphère politicienne et comment dirais-je, gangsteresque de ce département, et qui n'est pas seul, il faut bien le dire. Je dois savoir aussi que l'exclusion, puisqu'ils veulent parler d'exclusion, était vieille de 6 ans. Et que, oui, c'est ça. Bien sûr. Non, il fallait une insigne mauvaise foi, comme d'ailleurs ce journal, l'AFP d'ailleurs, qui a fait une erreur, et certains journaux se sont empressés de la répercuter, disant que M. Nicoletti, conseiller général, était un proche de l'extrême droite, alors que M. Nicoletti vient du Parti socialiste et qu'il est UDF et même vice-président UDF du Conseil général. Bon, alors c'est un ami de M. Arex, c'est pas tout à fait pareil que d'être ami de M. Le Pen. C'est bien évident. Il y a une certaine incompatibilité. C'était ce qui d'ailleurs avait provoqué la rupture avec Yann. On ne pouvait pas être ami de Jean-Marie Le Pen et ami d'Arex en même temps, car n'oublions pas que M. Arex était en même temps un ami, ancien maire de Toulon et actuel président du Conseil général, un ami intime du gangster Fargette, qui a été, vous le savez, qui a trouvé la mort lui aussi dans un contrat en Italie, mais qui était le parrain, le seigneur de la région d'Hyères et de Toulon. Ces obsèques avaient été suivies par une foule immense de porte-flingues et de politiciens. Et de conseillers généraux. Et il y avait quand même un signe qui était extraordinaire, c'est que sur le fourgon mortuaire de Fargette qui l'emmenait au cimetière et qui était, je le répète, suivi par la fine fleur de la politique varoise, il y avait une énorme couronne qui indiquait « tu étais le boss et tu le resteras à jamais ». C'est l'union des flingueurs. C'était tout à fait frappant. D'ailleurs, n'est-ce pas, il faut bien voir que ce crime, cet assassinat odieux, affreux, révoltant, l'a été. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, en particulier dans le milieu UDF. Et quand vous parlez dans votre excellent libre journal, dans le Décadaire, n'est-ce pas, libre journal de libéralisme, de libéral affairisme, je crois que vous mettez en plein dans la cible. C'est bien de libéral affairisme qu'il s'agit. Il faut que les Français sachent que depuis la décentralisation ordonnée par Monsieur Defer, eh bien, il y a une flambée de corruption, en particulier de corruption liée aux problèmes immobiliers. Bien sûr, tous les maires, tous les présidents de conseils généraux ne sont pas des affairistes ni des arcans, comme on dit dans le milieu, n'est-ce pas? Parce que nous sommes là dans le milieu. Mais beaucoup le sont devenus, hélas, et ceci fait régner dans le pays un climat absolument putride. Et évidemment sur la côte, on sait très bien quels ont été les scandales. Et il faut bien tout de même se souvenir que le Front National a été le seul mouvement politique à pouvoir faire campagne en 1993 aux législatives sous l'affiche tête haute et main propre, et que personne n'a pu l'attaquer à cette occasion, et pour cause. Je dois dire, pour ajouter quelque chose à ce drame, que la vision de tous ces visages
qui affichait la tristesse et qui laissait couler beaucoup de larmes de crocodile était absolument révoltante. Car les criminels que dénonçaient les hommes publics qui prenaient le micro, c'était celles qui étaient créées par leurs amis politiques. Parce qu'il y avait là un certain nombre de ministres UDF. Or, les milieux corrompus et RPR, d'ailleurs les milieux corrompus qui sont dans ce département sont des milieux RPR et UDF. C'est chez eux qu'il faut balayer, c'est chez eux qu'il faut mettre de l'ordre. Mais je dois dire que je n'ai aucune illusion, ayant pu vérifier la solidité des promesses gouvernementales en passant en Corse, on peut s'attendre à ce que, comme pour les Kurdes, n'est-ce pas, une fois que tout le monde aura été mis en garde à vue, tout le monde sera relâché et on mettra là-dessus un gros couvercle de béton, n'est-ce pas, on arrêtera peut-être 2 truands, les assassins, je l'espère, mais ce ne sont pas eux les premiers coupables. Les premiers coupables sont ceux qui ont armé les bras, n'est-ce pas, ceux qui sont derrière, et ceux-là, on sait bien que dans notre démocratie 5e républicaine, on ne les trouve jamais. Les loups ne se mangent pas entre eux, et tout sera fait pour faire échapper l'UDF et le RPR à leur responsabilité morale et politique de premier plan. Il suffit d'ailleurs de se référer au passé, parce que on entend parfois dire, les gens qui sont pas, disons, trop désagréables disent qu'il faut un certain courage pour militer au Front National aujourd'hui, c'est vrai, mais on peut dire en parallèle qu'il faut un certain mépris de l'existence pour militer à l'UDF, si on s'en réfère aux 20 dernières années. Si on prend les victimes au sein de ce parti dont les assassins n'ont pas été identifiés clairement, ça devient quand même impressionnant. Ça commence par De Broglie, dont on a arrêté le porte-flingue qui l'avait descendu, mais dont on n'a jamais connu les commanditaires de l'assassinat, parce que les explications qui nous ont été données, c'était des romans chez la portière. Ensuite, il y a eu M. Fontanet, dont on a dit qu'il avait été tué par un automobiliste irascible. Moi, je connais pas mal d'automobilistes irascibles, il m'arrive d'en être un, j'ai pas un 357 Magnum dans ma boîte à gants. Et comme par hasard, il a été tué à la suite d'une énorme affaire immobilière qui concernait la Savoie, 7 mois avant que son bras droit, M. Gonard, ne fût poignardé presque mortellement. Il s'en est sauvé par miracle pour les mêmes raisons. Ensuite, il y a eu M. Boulin qui avait été mouillé par la mafia de la santé publique dans une affaire immobilière avant d'être assassiné, parce que je partage avec Madame Boulin l'opinion, et je l'ai toujours partagé, que M. Boulin avait été assassiné. C'est évident. Enfin, moi j'ai vu les photos du corps, c'est un homme qui a été passé à tabac et qui a été noyé, c'est parfaitement clair. Ensuite, il y a eu le maire de Grosseto-Prugne, M. Grossetti, qui a été assassiné parce qu'il mettait les bâtons dans les roues de certains promoteurs immobiliers dans le coin. Ensuite, il y a eu M. Perrin, qui était le maire adjoint de la Seine-sur-Mer, qui a été assassiné dans les mêmes conditions exactement que Yann Pia, par des motards. Puis il y a eu l'affaire des Pyrénées-Atlantiques. Alors tout ça, ce sont des gens de l'UDF qui ont été assassinés pour des motifs immobiliers. Et puis alors il y a eu... M. Boulin était RPR. Oui, RPR, mais il avait quitté le RPR, il était, je dirais, en grande sympathie avec l'UDF à l'époque, avec Valéry Giscard d'Estaing. On s'attendait à ce qu'il fasse au profit. On pensait qu'il allait passer... Au profit de M. Giscard d'Estaing, ce que M. Chirac avait fait en d'autres circonstances. Voilà. Et puis, là, ce que j'appellerais un peu brutalement la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette histoire extraordinaire, parce que même en Italie, on n'a jamais vu ça, d'un candidat à la candidature rival d'un autre candidat à la candidature qui 2 fois de suite fait exploser sa voiture, lui arrachant les jambes et manquant le tuer. C'est l'histoire Madrenas dans les Pyrénées-Orientales. Et ça s'est pas passé dans un mouvement d'extrême droite, dans un groupuscule fasciste. Ça s'est passé au sein de l'UDF, le parti BCBG. Ça se passe toujours dans ce parti. C'est là que ces gens-là s'entretuent. Dans cette affaire Madrenas, on retrouve aussi des collaborateurs de M. Lucotte, le sénateur, président du Conseil général de la Côte d'Or, n'est-ce pas, c'est pas de la Côte d'Or, c'est de la Saône-et-Loire, je crois. Et voyez, tout ceci se tient, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais grâce à ça, on n'en saura sans doute pas plus. On punira ce que j'appellerais les lampistes, que personnellement, moi, je décollerais, n'est-ce pas, car je suis un partisan de la peine de mort
d'abord pour les tueurs professionnels, ce serait quand même singulier, c'est même singulier que dans notre pays, il y a un certain nombre de professionnels respectables qui risquent leur vie en exerçant leur métier. Le seul métier où on ne risque pas sa vie, c'est le métier de tueur. Bon, alors je considère que cette anomalie devrait être rectifiée et que le code pénal devrait être réformé, non pas dans le sens du laxisme comme il l'a été, comme il l'est maintenant, mais dans un sens plus rigoureux. Encore faut-il pour cela que les élites politiques prêchent d'exemple. Il n'y a de pédagogie que d'exemple, et il est bien évident qu'on ne peut pas faire reproche de la désagrégation morale du pays si on ne met pas en cause ceux qui le dirigent, car c'est eux qui donnent l'exemple de la corruption au plus haut niveau. Alors on reviendra, Jean-Marie Le Pen, à la tournée que vous faites depuis maintenant un mois et demi, au moins. Oui, à peu près. La tournée des... Un peu plus d'un mois, en tout cas. La tournée des cantonales, pré-cantonales. Ouais. Vous avez vu, je crois, 60... Alors, je sais que j'avais l'objectif de voir 96 départements que je visite par tranche de 2 jours à la cadence de 4 départements situés dans 4 régions différentes tous les jours. J'en ai actuellement visité 64 et il m'en reste encore 32, dont les 8 de la région parisienne, de la ceinture parisienne, que je ferai en hélicoptère. Tenez, à titre d'exemple, si ça vous amuse, je partirai lundi prochain, le lendemain du premier tour de l'élection de Nice, où j'espère que ce qui vient de se produire dans la région va provoquer une mobilisation en faveur des gens propres, en faveur de ceux qui ne sont ni les complices, ni les amis politiques de ceux qui sont mouillés dans des affaires sales. Eh bien, je partirai de Paris, bien sûr, le bonheur le matin, Grenoble, Annecy, Besançon, Châlons, en Saône-et-Loire, et j'ai fait une petite exception là. Le lendemain, je serai à Autun, dans le même département, et puis j'irai à Chaumont, en Haute-Marne, puis Nancy, et je finirai par Strasbourg, parce que justement, j'ai cette semaine-là une session à Strasbourg, qui ne m'empêchera pas de repartir le vendredi pour Bordeaux, Angoulême, Limoges, peut-être Fontenay-le-Comte en Vendée, puis ensuite Amiens, Charleville-Mézières, Metz et Mulhouse. Voilà, voilà à peu près le rythme auquel je suis soumis. Et je dois dire que cette tournée, dont je vous donnerai peut-être les raisons, si vous le permettez, me permet de tirer un enseignement tout à fait remarquable. C'est la question que j'allais vous poser, notamment à propos de l'état de délabrement, l'état même de déliquescence de la morale politique. Je veux dire que le rapprochement de ces deux mots m'a toujours paru une bizarrerie dans ce pays. Mais l'état des mœurs, quel effet a l'état des mœurs politiques sur la population, puisque vous il y a d'abord tout de même des observations consolantes. C'est de voir l'état d'extrême bonne santé du Front National, de ses cadres, de ses candidats. Je vous rappelle que nous allons présenter des candidats dans 95% des cantons, c'est-à-dire entre 1800 et 1900 candidats sur les 2000 cantons à renouveler. Et puis, et nous aurons, et je dois dire que j'ai trouvé là une ambiance de mobilisation générale et de gaieté. Mais je vous expliquerai, me semble-t-il, pourquoi, malgré le côté noir un peu de mon analyse, côté dramatique de l'analyse que je fais de l'avenir français dans les mois qui viennent, eh bien, les gens se sentent mobilisés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont les seuls qui peuvent aujourd'hui encore séparer, empêcher que le pays ne glisse aux abîmes. Et puis il y a la vision de l'État. Dans 4 circonstances, j'ai pu constater que la police, sur ordre, avait le même comportement qu'elle a devant le gangstérisme, devant les violences dans les banlieues, devant toutes les circonstances où force devrait rester à la loi. Ça a été le cas dans 2 départements du nord de la France où la police protégeait ceux qui étaient venus nous jeter des pierres et des boulons, n'est-ce pas ?
et leur permettait de faire leur manifestation violente à 10 mètres de l'endroit où nous étions réunis. Et puis, l'affaire de Corse. La Corse, oui. Ça, c'est quand même beaucoup plus important, parce qu'aussi bien à Bastia qu'à Ajaccio, les forces de l'ordre étaient dans une supériorité numérique et d'armement écrasante. Bon. Eh bien, ils n'ont jamais reçu l'ordre de faire respecter la liberté de réunion, ni la liberté de circulation. À Bastia, ils avaient bloqué la sortie de l'autoroute, et nous bombardaient à coups de boulons avec des frondes très puissantes, n'est-ce pas? Eh bien, la police avait reçu l'ordre de ses chefs. Il ne s'agit pas de mettre en cause les forces de l'ordre elles-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire les CRS ou les gendarmes mobiles, qui eux seraient certainement heureux de remplir leur mission, parce qu'on ne peut pas vivre sans remplir sa mission. C'est une question de dignité, d'honneur à l'égard de soi-même. Et bien, le commissaire de police, qui était le même d'ailleurs, a laissé par exemple à Ajaccio les émeutiers enfoncer les portes de l'aéroport avec des 4x4, n'est-ce pas, parsemer le terrain du combat avec des sacs de plastique pleins de galets de 200 à 300 grammes, vous voyez, hein, ce sont des véritables armes qui peuvent éventuellement tuer même, et envahir, grâce à la complicité d'un lieutenant de police corse, car autant les troupes venant de l'extérieur et du continent étaient tout à fait sûres, autant l'accointance avec les policiers corses est évidente, avec les séparatistes. C'est un lieutenant de police qui a ouvert la porte, n'est-ce pas? Ils sont entrés et ils ont envahi les locaux de l'aéroport, n'est-ce pas? Et ils ont bloqué la réunion des militants du Front National, auxquels je devais m'adresser. Ils étaient une quinzaine dont les armes pistolets automatiques ou revolvers étaient apparentes sous leur pullover. Et quand on a désigné au commissaire de police ces gens en disant, vous voyez qu'ils sont armés, ils ont des armes, il a dit, vous voyez des armes, vous? Moi je ne vois pas d'armes, n'est-ce pas, ajoutant le cynisme et l'insolence à sa magouille, n'est-ce pas? Mais c'est une magouille sur ordre, puisque moi j'avais demandé à l'échelon le plus élevé qu'on fasse respecter la loi et l'ordre. Peut-être cet ordre a-t-il été donné à l'échelon le plus élevé, mais aux échelons subalternes du gouvernement, peut-être ne les a-t-on pas exécutés, ou peut-être les a-t-on interprétés. En tous les cas, ils n'ont pas évacué, les forces de l'ordre ne m'ont pas permis, à l'intérieur des bâtiments de l'aéroport d'Ajaccio, de rencontrer les militants du Front National auxquels je venais m'adresser, ni les candidats. Je n'ai pu parler qu'à la presse. De toute évidence, il y avait eu un accord passé entre les séparatistes et la police pour qu'on fasse en quelque sorte comme les gangsters, un deal, quoi. On partage, Le Pen pourra voir les journalistes, mais nous interdisons qu'ils voient. Et pourquoi Le Pen? Parce que Le Pen ont-ils déclaré, est un partisan de la peine de mort pour les terroristes, hein. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ils se sont reconnus donc comme tels dans une île où, je rappelle, il y a eu 117 assassinats en quelques années, dont la plupart n'ont pas été élucidés. Tout se tient, ce qui se passe hier avec Yann Pia et ce qui se passe en Corse, c'est exactement la même chose. Ça témoigne de la décomposition de l'État républicain, de son impuissance calculée et peut-être même d'ailleurs préparée. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que moi je trouve que c'est vraiment un signe de la déliquescence et du mensonge qui caractérise ce pouvoir, et celui qui l'a précédé, et celui qui était là avant. C'est que les mêmes qui ont la prétention de dire la France va libérer l'aéroport de Sarajevo ou l'aéroport de Tuzla sont incapables de faire respecter la libre circulation sur l'aéroport de Bastia ou d'Ajaccio. Alors, moi je veux bien qu'on mette de l'ordre à Sarajevo, j'y vois aucun inconvénient, tant mieux, après tout, si ça épargne des vies humaines, mais il faudrait peut-être d'abord faire respecter l'ordre à la Cité des Sapins à Rouen et empêcher qu'un gosse de 13 ans négocie avec les chefs de la police locale et oblige les chefs de la police locale à donner l'ordre à leurs troupes d'abandonner le terrain à la pègre.
ça serait plus impressionnant que de faire régner l'ordre à Sarajevo. Ça me paraît plus urgent. C'est un des thèmes que j'expose au cours de mes tournées, en rappelant qu'il faut d'abord balayer chez soi avant de se faire professeur de balayage chez les autres. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel les gouvernants français ont souvent voulu être des professeurs plutôt que des exécutants. Et justement, je voudrais à cette occasion vous dire quel était l'essentiel du message qui a motivé mon engagement à un niveau aussi, je dirais, mobilisateur. C'est le sentiment que j'ai que la mise en œuvre progressive de la politique mondialiste et européiste, qui s'est traduite par la suppression des frontières, va acculer dans un temps relativement court toutes les entreprises françaises. Je dis bien toutes les entreprises françaises à la faillite. Car les pays, et en particulier, déjà nous avions du mal à résister à la concurrence des pays qui, comme les États-Unis et le Japon, ont 10 ou 12 points de moins que nous de prélèvements obligatoires, n'est-ce pas? Donc ils ont des coûts salariaux et par conséquent des prix de vente inférieurs aux nôtres, et par conséquent ils nous battent sur notre terrain. Mais maintenant s'ajoute à ces grands compétiteurs la concurrence de l'ensemble du monde, puisque nous avons, je le répète aux Français qui l'ignorent encore, supprimé nos frontières. Il n'y a plus de frontières de la France. Nous ne sommes plus protégés, et quand il faut savoir qu'un travailleur français coûte, même s'il ne touche que le SMIC, 10 000 francs par mois minimum à son entreprise, un travailleur chinois, et ils sont des centaines de millions de travailleurs chinois, coûte 300 francs. Un travailleur vietnamien, 200 francs, et les millions et les centaines de millions d'enfants que l'on fait travailler pour une bouchée de pain et un coup de pied au derrière, ceux-là ne sont même pas payés. Ils n'ont pas de coût social, n'est-ce pas? C'est une main-d'œuvre esclave. Bon, eh bien, ces produits, quand ils viennent en concurrence avec les nôtres, les battent en toutes circonstances. Ils savent faire aussi bien que nous, souvent mieux que nous, et toujours moins cher que nous. L'histoire du poisson et des pêcheurs le révèle bien. Depuis que les frontières sont ouverte totalement, eh bien le poisson vient de Chine, d'Australie, du Chili, de l'Équateur, de Canada, et 3 fois moins cher que le nôtre. Par conséquent, les gens qui avaient de la compassion pour les pêcheurs, et je les en remercie, devraient garder tout de même un peu de compassion pour eux-mêmes, même s'ils sont retraités, même s'ils sont fonctionnaires, car le jour est en train de venir, et à mon avis, inéluctablement, si on ne change pas de politique, si on ne substitue pas à la politique internationaliste une politique nationale telle que la promeut le Front National, eh bien, c'est la ruine totale avant le chaos et la guerre civile. On a bien vu récemment, dans une interview de Madeleine, où se situait justement l'affrontement, même pas des idées, mais des principes, l'affrontement fondamental, quand il a été interrogé justement sur la pêche. Et on lui a offert l'occasion de faire un petit numéro de démagogie facile en défendant les pêcheurs. Il l'a pas fait du tout. Il était visiblement gêné qu'on lui parle de ça. Et il a expliqué en gros que si la pêche française était condamnée à mort, c'était parce que les Français, contrairement aux Japonais, aux Russes, n'avaient pas de bateau-usine. Et alors on avait envie de lui dire, j'attendais qu'un journaliste lui dise, mais encore il fallu d'abord qu'on leur permette de le faire, parce que on ne leur a jamais permis. C'est vrai que quand on pense à l'endettement des pêcheurs, qui est déjà phénoménal avec les petites unités qu'ils utilisent, on imagine que s'ils avaient voulu faire des bateaux-usines, c'était absolument impossible. Mais la deuxième chose, c'est que naturellement, les pêcheurs russes ou les pêcheurs japonais, les patrons pêcheurs n'ont jamais construit ou n'ont jamais acheté de bateaux-usines. Ce sont d'énormes machines industrielles. Donc il y a une espèce de confiscation des activités les plus traditionnelles de l'homme libre, comme la pêche, l'agriculture, confiscation par d'énormes groupes industriels qui les déshumanisent complètement, ces activités. Oui, mais permettez-moi de vous dire autre chose. C'est qu'il y a une forme de guerre qui sera sans doute une des formes de la prochaine guerre.
c'est la guerre alimentaire. C'est qu'il ne suffit pas de faire des bateaux-usines. Quand ces bateaux-usines vont devoir s'affronter physiquement avec les bateaux-usines japonais ou les bateaux-usines norvégiens ou d'autres bateaux-usines. La vérité, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la Terre. Le passage au milliard suivant se rapproche maintenant. Il ne faut plus que quelques années pour faire 1 milliard d'hommes supplémentaires. Eh bien, nous allons nous heurter à ce tragique problème qui est celui de la nourriture de notre peuple. Et nous sommes en train de nous désarmer totalement sur le plan de l'autosuffisance. L'import-export doit réjouir beaucoup de gens, mais il faut savoir que c'est fragile, car pour faire de l'import-export, il faut des liaisons internationales. Et qu'en cas de conflit, par exemple, ces liaisons internationales se trouvent interrompues. Et si nous n'avons pas su conserver chez nous, même à un prix un peu plus élevé, les moyens de nous fournir du blé, de la viande, du lait et du poisson, n'est-ce pas, pour parler succinctement, eh bien nous mourrons. Voilà ce dont il est question, et si gouverner c'est prévoir, il est bien évident que prévoir cette guerre alimentaire devrait être à la portée du moindre conseiller général. Il semble que ça dépasse même la vue des ministres. Alors Jean-Marie Le Pen, vous évoquiez tout à l'heure les différences de coût du travail entre la Chine, le Vietnam, enfin entre les pays de l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, la Birmanie, etc. Et donc la différence entre les coûts du travail dans ces pays et les coûts du travail en France. Quelle est votre opinion ou votre réaction devant l'affaire, ce qu'on pourrait appeler l'affaire du SMIC jeune, c'est-à-dire Édouard Balladur propose d'embaucher des jeunes à un salaire réduit par rapport au SMIC, à 80% du SMIC, et immédiatement mobilisation générale contre ce projet, au motif que ce projet serait de nature à provoquer encore plus de licenciements et une espèce de substitution des vieux payés cher par des jeunes sous-payés. Est-ce que ça vous paraît un débat sérieux? Écoutez, je crois que le gouvernement ne mérite pas en tous les cas les critiques socialistes. Parce que les socialistes ont mis en place plusieurs formes déguisées de demi-SMIC ou de quart de SMIC. Les TUC et autres propositions socialistes ou mises en œuvre de réponses soi-disant au chômage ne leur permettent plus d'exercer ou de plutôt d'émettre quelque critique que ce soit à l'égard de quelque effort que ce soit. Mais nous, qui avons condamné les unes et les autres, nous pouvons dire pourquoi. Parce qu'il s'agit, comme le gouvernement ne veut pas s'attaquer aux racines du mal, il ne veut pas mettre en cause les véritables raisons du chômage global, n'est-ce pas? Car il ne sert à rien, en effet, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme c'est le cas dans cette affaire. Nous y reviendrons, si vous voulez bien. Et il est évident qu'il faut s'attaquer au chômage en tant que phénomène, et en tant que phénomène largement, spécifiquement français. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les principales causes du chômage, les deux grandes causes, c'est le libre-échangisme et l'abandon des frontières nationales et de la préférence nationale et l'immigration. Tant que l'on n'osera pas s'attaquer à ces deux causes principales, ça ne sert à rien d'essayer de vider le bateau qui s'emplit avec un dé à coudre. Or, la mesure préconisée par M. Giraud et par le gouvernement de M. Balladur est un cautère sur une jambe de bois. Elle a en effet l'inconvénient évident que si on propose, et quelle déception pour les jeunes, se voir proposer 3700 francs par mois quand on a le bac plus 2, mais il est vrai qu'il y a depuis cette année des polytechniciens sortis de l'école inscrits à la NPE, n'est-ce pas? C'est bien d'ailleurs les prodromes de la ruine économique, donc sociale, que j'annonçais tout à l'heure. Eh bien, il ne faut pas s'étonner de cela. Eh bien, ils sont forcément déçus, mais il est évident
que les entreprises qui embaucheront des jeunes à 3700 francs, si l'activité économique ne se développe pas, mais au contraire se réduit, seront amenées à licencier des personnes qui leur coûtent plus cher, c'est-à-dire qui sont au SMIC ou au-dessus du SMIC, surtout si elles ont atteint l'âge de la vieillesse sociale dans un pays comme le nôtre, à 50 ans. Oui. Il y a un aspect que je trouve terrible dans cette affaire. Pas tellement dans la décision qui a été prise, mais dans le bruit qui est fait autour. C'est que je pense aux parents qui ont des enfants qui sont au lycée, et les parents qui n'ont pour penser, pour obsession, que le fait que leurs enfants doivent travaillent, passe ton bac d'abord, fais des études. Si tu fais pas d'études, j'entendais un ami très cher qui me disait l'autre jour, mais qu'un enfant qui n'a pas de diplôme, un jeune qui n'a pas de diplôme ne pourra jamais rien faire. Il faut passer son bac, il faut faire des études 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans après le bac. Quand les gosses voient ça, quand ils voient qu'on leur propose de passer le bac, et puis de faire 2 ans d'études derrière, pour recevoir 3700 francs par mois, s'ils ont la chance de trouver un employeur qui peut les embaucher. Mais comment voulez-vous que les parents trouvent un écho quand ils disent à leurs enfants travailler? Les gosses se disent, mais pourquoi je vais m'emmerder? De toute façon, en sortant du lycée, je suis au chômage. Que j'ai le bac, 1 an ou 2, ou pas de bac, c'est exactement la même chose. Serge, je vais vous faire une confidence. Je ne fréquente pas beaucoup les milieux du patronat, mais je connais quand même un certain nombre de milliardaires en centimes. Ce sont tous des gens qui n'ont pas eu leur 2e bac. Parce que je crois que on ne crée son entreprise justement que quand on l'a pas. Après, on devient un cadre d'entreprise, un très haut cadre d'entreprise, mais on ne crée plus d'entreprise. Pourquoi? C'est parce qu'avec le bac plus 5 ou 6 ou 7, on veut avoir une rémunération d'un certain niveau. Or, ceci, on ne peut pas la trouver dans une entreprise qui se crée. Or, la France a besoin que se créent des entreprises. Je parlais l'autre jour avec un de nos compatriotes de La Réunion, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs président de la Chambre des métiers, qui est un créateur d'entreprise. C'est un petit garçon qui a été abandonné, qui a passé sa jeunesse dans la rue, n'est-ce pas? Et il a réussi d'une manière magnifique, à la fois dans les affaires et maintenant dans la politique. C'est vous dire qu'il est traité comme un mouton noir, n'est-ce pas, hein? Eh bien, j'en connais d'autres, le célèbre Monsieur Pinault, par exemple. Oui. Eh bien, Monsieur Pinault, Dieu merci pour lui, n'a eu que son 1er bac, et il est parti de la petite entreprise de scierie de 2 ouvriers de ses parents, et il est aujourd'hui un grand homme d'affaires. Il faut préciser qu'il a eu le bac à l'époque, le 1er bac à l'époque où il fallait savoir lire et écrire pour l'avoir. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a une petite nuance quand même. C'est aussi quelque chose qui pèse dans le problème. Puisque vous évoquez, enfin on évoquait cette question des jeunes, il y a un autre problème qui concerne très directement la jeunesse. C'est la véritable guerre qui est menée contre cette jeunesse française, et pas seulement française, à travers l'arme mortelle, terrible de la drogue. Oui, de la drogue. Alors, et du sida. Et du sida qui est une espèce de corollaire. Tant que Monsieur Collard sera sanctifié et présenté comme le modèle de sa génération, n'est-ce pas? M. Collard, qui était un homosexuel militant, sidaïque et fier de l'être, si j'ose dire, qui n'a pas hésité d'ailleurs à se mettre en scène dans un film où il transmet d'ailleurs, enfin en tous les cas, il a des relations sexuelles avec une jeune fille sans lui dire qu'il est lui-même contaminé, n'est-ce pas? Et qui est un chantre du sadomasochisme. Eh bien, tant que ceci sera proposé par les médias de masse, n'est-ce pas, y compris les plus bourgeois, n'est-ce pas, les plus bourgeois d'ailleurs, car tous ces médias sont lus par des bourgeois, essentiellement. C'est pas les agriculteurs, ni les marins-pêcheurs de Douarnenez qui lisent l'Express, le Point, l'événement du jeudi, ni Globe, n'est-ce pas? Eh bien, tant que ces personnages seront les modèles proposés à la jeunesse, il est bien évident que tout notre univers moral précédent est réputé désuet, ridicule, grotesque,
comme l'est réputée d'ailleurs la vertu des jeunes filles, ou l'honnêteté, le courage, l'héroïsme des garçons. Voilà. Je me permets de vous rappeler que la première phrase de la proclamation de fondation du Front National était: la crise qui mine notre pays et menace notre peuple n'est pas essentiellement économique, financière ou sociale. Elle est d'abord et avant tout morale. Mais justement, on a l'impression là que, enfin, il y a une espèce de comment dirais-je, de croyance, ou je sais pas de croyance, d'espérance qui se développe dans certains milieux. En tout cas, dans notre famille, on entend dire ça souvent. On entend dire, bon, il faut qu'on aille jusqu'au fond de l'abjection, de l'ignominie, de l'horreur, pour toucher le fond et pouvoir remonter. Mais quand on voit, je pensais à ça tout à l'heure en circulant dans Paris, et je voyais une affiche pour un film qui s'appelle Macho. C'est quelque chose, c'est indicible cette affiche. Je la décris pas, les auditeurs la verront. Mais on se dit, il y a encore 3 ou 4 ans, on n'aurait jamais osé montrer une affiche comme ça de 4 mètres sur 3, c'est impossible. Et là maintenant, on a l'impression qu'il n'y a absolument plus rien qui les retient. Oui, vous avez peur même du langage, voyez. Vous avez peur parce que ces mêmes pornocrates, n'est-ce pas, ces spécialistes du lesbianisme, etc., affichés. Moi, les mœurs des gens, après tout, ça les regarde. Ce qui est scandaleux, c'est justement l'effet d'annonce, la promotion qui est faite, la pédagogie qui est faite comment dirais-je, de comportements qui sont marginaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la bienveillance, la complaisance, quand on pense aux poursuites qui sont engagées par le parquet contre des journalistes libres et honnêtes comme Caroline Parmentier, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres de la presse nationale, n'est-ce pas, et la complaisance, l'indulgence, l'impunité dont bénéficient tous ces corrupteurs et ces corrupteurs de la jeunesse, eh bien, c'est le signe d'une société qui va mourir. Mais alors, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle entraîne la France, ni le peuple français, dans leur mort. Voilà. Ça atteint d'ailleurs des degrés de grotesque incroyables. Je pense à cette poursuite qui a été entamée contre Roland Gaucher, directeur du Crapouillot, pour atteinte aux bonnes mœurs, parce qu'il a publié un numéro sur les antiphysiques. Il est poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs. C'est-à-dire, il n'y a pas dans son journal le 10e de thé. C'est-à-dire le prix qu'on trouve dans n'importe quel autre quotidien ou hebdomadaire. Vous savez, quelquefois, clairement, quand j'avais désigné la sodomie comme la cause, le vecteur principal du sida en dehors de la voie veineuse, n'est-ce pas? Eh bien, tous les journaux de gauche se cachaient la tête en disant c'est honteux, il parle sexuel, n'est-ce pas, etc., avec un grasseyement qui était censé exprimer comment dirais-je, l'esprit sévère et la moralité rigoureuse de ces personnes-là. Mais enfin, les spectacles qu'ils montrent, les promotions dont ils se décorent les uns les autres, ce spectacle-là, mais c'est très au-delà de la décadence romaine. C'est l'enfer de Dante. Il n'est pas possible que cela ne soit pas balayé par la nature. Ça le sera sûrement. Ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'il faut éviter. C'est que ils n'entraînent ces gens-là avec eux le peuple français qui a survécu depuis des millénaires. Oui, le risque, c'est justement cette espèce de terrorisme qui s'est installé, de terrorisme de la morale publique, de terrorisme de l'ordre moral, enfin anti-ordre moral. Non, c'est l'ordre. Non, c'est l'ordre immoral. C'est l'ordre immoral. C'est l'ordre immoral. Si vous ne respectez pas les valeurs de l'ordre immoral, vous êtes un fasciste et un nazi. Voilà, alors ils sont quand même, ils se heurtent quand même à des évidences. Je lisais ce matin, je crois que c'est dans un faux matin, je suis pas certain, une statistique qui établissait que, qu'on le veuille ou non, 80% des sidaïques ou des sidéens, appelons ça comme on veut, portent cette maladie parce qu'ils ont eu des rapports contre nature ou parce qu'ils ont recouru à des toxiques, parce que ce sont des toxicomanes. Donc c'est 80%. Alors quand on nous répète à longueur de colonne, à longueur d'antenne, à longueur d'émission que pas du tout, ça concerne aussi les gens normaux, enfin on ne dit pas les gens normaux d'ailleurs, mais non, c'est pas vrai, c'est 4 fois
plus. Mais bien sûr. Non, il y a des gens qui peuvent contracter la maladie par contagion banale, dirais-je. Bien sûr. Mais ceci engage d'ailleurs la responsabilité de ceux qui le leur transmettent, n'est-ce pas? Et ceci n'est pas souligné. C'est une société d'irresponsabilité, c'est une société de plus en plus corrompue du haut jusqu'en bas. Il faut avoir le courage de le dire et le courage de réagir. Il faut fustiger cela avant qu'on nous mette en prison, parce que ceux qui attaquent l'ordre immoral vont bientôt être mis en prison. Oui, on a le cas, vous évoquiez Caroline Parmentier présent, qui est poursuivie pour avoir écrit des évidences, hein, et qui d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, Jean Madiran publie dans Présent régulièrement. Il y a quelque chose qu'il n'a pas publié, malheureusement, à la lecture de son article, je l'ai beaucoup regretté, c'est le nom et la photo du juge d'instruction qui a inculpé. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir, ne serait-ce que pour se prémunir contre... pour ne pas avoir à fréquenter ces gens-là et éventuellement leur serrer la main par erreur. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on revienne à pardonnez-moi de le dire sur ce ton, à la politique politicienne et à l'affaire de... Je ne connais pas. Vous l'observez quand même. Vous ne pratiquez pas. C'est les milieux que je fréquente peu. C'est les milieux qui ne sont pas fréquentables. Oui. Et d'ailleurs qui vous décrètent non fréquentables. Ce qui va bien au fond. Quand les gens qu'on n'a pas envie de rencontrer vous évitent, c'est une forme du bonheur quotidien. Mais vous savez, il y a beaucoup de circonstances où en croisant un certain nombre de personnages qui ont les insignes de la Légion d'honneur à la boutonnière, je me félicite de ne pas l'avoir. À mon avis, il n'y a pas de danger avant un certain temps. C'est probable. Mais je me passerai de cela. Alors, donc cette politique politicienne dont je voudrais vous faire parler, c'est cette affaire complètement ébouriffante du projet. Alors, je me demande même si j'ai bien compris, de la loi proposée par Pasqua pour réglementer le système des primaires au présidentiel. C'est bien ça qui a été évoqué. Il a été question de faire une loi. Il y a un certain nombre de lois en préparation. Il y en a une, je voudrais parler d'une autre avant. C'est la loi qui va essayer d'imposer pour le scrutin des régionales, n'est-ce pas, qui est jusqu'ici qui est régi par le système de la proportionnelle, lui imposer non seulement le majoritaire, mais le majoritaire municipal qui donne pratiquement tous les sièges à la liste qui est arrivée en tête. De toute évidence, cela procède au contrôle démocratique de l'opposition. Partout, il faut réduire les puissances de l'opposition. Ils veulent avoir les mains libres pour pouvoir avoir les mains sales. Oui, il faut ajouter à ça que l'opposition est devenue, en dehors de l'opposition nationale, pratiquement inexistante, parce qu'on parle de la cohabitation, on parle du consensus, mais c'est surtout une société de connivence maintenant. Complicité. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Tu ne parleras pas de mon affaire Urbain et on ne parlera pas de votre affaire de la Défense. C'est ça. Bah voyons. Alors, maintenant cette loi sur les primaires, moi je suis stupéfait parce que je croyais que le premier tour, au fond, c'était à ça que ça servait. Oui. Non, le problème c'est toujours le même, c'est d'éliminer les concurrents possibles. Alors que le RPR et l'UDF s'organisent des primaires à leur congrès propre, c'est leur problème. Oui. Mais vouloir l'imposer à tout le pays par la loi, c'est quelque chose de tout bonnement scandaleux. C'est une des formes légales d'introduire la dictature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le droit de se présenter parce qu'ils sont agréés, mais par quel système c'est ça, mais c'est une des innombrables, à moins que ce ne soit simplement qu'une opération poudre aux yeux, comme d'ailleurs celle où excelle M. Pasqua, n'est-ce pas? Le terroriseur de terroristes. C'est ça. Eh bien, ou bien alors, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, de beaucoup plus tordu, tendant à, comme toute l'évolution d'ailleurs de la législation électorale en témoigne depuis plusieurs décennies, tenter d'éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord
avec l'exploitation industrielle du contribuable, n'est-ce pas? Alors, on va continuer les questions. Alors, il y a quand même une question que à laquelle je ne résiste pas. Elle peut paraître dérisoire après tout ce qu'on a dit, mais c'est votre opinion sur le bilan des skieurs, patineurs français à Lillehammer. Ben écoutez, comme on ne peut pas recruter des citoyens français dans le tiers-monde qui sachent skier, n'est-ce pas, le ski, c'est un petit peu tout de même un sport d'élite, un sport de pays qui évolué, n'est-ce pas? Eh bien, là, on ne peut pas recruter des champions avec de l'argent. Ce qu'on fait pour le football, pour le basketball, pour beaucoup d'autres choses, le tennis ou autre. Alors donc, nous sommes là, bien représentés dans ce que nous sommes. Et quand nous nous comparons, quand nous nous mesurons, car c'est à ça que ça sert les jeux, cette compétition sert à établir une hiérarchie de valeurs dans laquelle on doit progresser par le travail, l'effort, le dépassement de soi. C'est en tous les cas ce que voulait faire Pierre de Coubertin. Alors certes, ce qui est beau, c'est de participer, mais quand la participation classe un pays comme le nôtre, qui est un grand pays alpin, et un grand pays de neige, n'est-ce pas, et de froid, tout de même, et même de froid artificiel, si on peut encore le fabriquer. Bon, eh bien, on sera bientôt battu par le Kenya ou par des pays comme ça, parce qu'ils auront établi des pistes artificielles. Eh bien, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un des signes supplémentaires, s'il en était besoin, de la décadence de notre pays. Parce que pour être des champions, il faut d'abord avoir un moral, il faut d'abord avoir une volonté, un courage, une formation de l'esprit, de caractère qui semble chez nous n'appartenir qu'à un petit nombre, en tous les cas être insuffisante. Voilà. Nous avons les skis qui sont les meilleurs du monde, mais il n'y a pas de skieurs pour mettre dessus. Et ça, c'est profondément navrant, car on pardonnerait à des gens qui sont battus parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils ont eu un incident. Mais les Français sont trop habitués à rendre les autres responsables de ce qui leur arrive. La neige était trop froide, ou bien elle était trop humide, ou elle était trop sèche. Il y avait toujours une bonne raison pour que les autres arrivent devant nous. Eh bien, la première leçon qu'il faudra donner à nos champions, c'est que c'est en soi que se trouvent les vraies raisons de la défaite. Ce qui m'a énormément frappé, c'est la veulerie extraordinaire de tous ces gens-là, dans leurs déclarations. Et vous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir une morale, mais je crois qu'il faut avoir un moral, il faut aussi avoir une morale, c'est évident, les deux. Et on voit à quel point cette jeunesse, parce que ce sont tous des jeunes gens ou des jeunes filles, cette jeunesse est totalement déconnectée des valeurs qui devraient faire l'esprit olympique, c'est-à-dire l'esprit de conquête, l'esprit de compétition, l'esprit de réussite, l'esprit de combat, l'esprit de sacrifice. Pas seulement pour soi, mais aussi pour son pays. Or, dans la mesure où on a aux Jeux Olympiques aussi tenté de dénationaliser les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Avant, on faisait les Jeux Olympiques, les origines helléniques des Jeux Olympiques et la pensée de Pierre de Coubertin, c'était que l'on combattait pour la fierté de sa nation, n'est-ce pas? On était en quelque sorte un ambassadeur de sa nation. Alors comme tout ceci est ruiné, comme ces sports sont devenus pratiquement des sports professionnels, eux aussi, que l'argent a fait irruption là-dedans. D'une façon stupéfiante. On devait gagner 25 millions anciens par médaille d'or, n'est-ce pas? Alors il est évident qu'à partir de là, ça n'est plus qu'un spectacle sportif, et ce spectacle sportif devient mondialiste, puisque on ne peut plus se satisfaire de performances aussi médiocres, ni s'enthousiasmer pour son pays. Mais cependant, il n'y avait qu'à voir ce que le petit peuple norvégien a vécu comme enthousiasme, a vibré, a soutenu ses champions, les a
porté par un élan qui dépasse celui de la communication verbale, n'est-ce pas? Eh bien, on mesure notre décadence dans tous les domaines, ou presque. Et là, on le voit à travers deux choses, entre autres, à travers ces Jeux Olympiques. Moi, je suis pas un fanatique de sport, mais là, j'ai quand même lu quelques articles sur ces affaires et j'ai découvert des choses ahurissantes. J'ai appris, il y a 2 jours, que Madame Carole Merle n'avait pas l'intention, en dépit de ses résultats catastrophiques, d'abandonner l'équipe de France de ski, parce que, dit le journaliste qui a écrit ça, on n'abandonne pas comme ça 6 millions de revenus par an. Donc, et quant à monsieur, je ne sais plus quel est le nom de ce champion, Picard ou je ne sais quoi, c'est 7 millions de francs. Alors évidemment, quand on nous parle de l'esprit olympique, de l'esprit d'amateurisme éclairé de l'olympisme, et qu'on apprend que ces champions sont payés 6 et 7 millions de francs par an, ou sont payés ou coûtent en tout cas, ont un budget personnel de cette somme, on se dit que évidemment ils peuvent pas avoir le même esprit de sacrifice et de victoire qu'on pourrait attendre. Et on s'étonne sacrifice, dévouement, émulation, exaltation, tout cela. Et on s'étonne plus de les entendre dire, comme l'a dit un garçon qui a abandonné parce qu'il faisait trop froid, il faisait froid, ce qui est vraiment un scandale. C'est vrai, en plein hiver en Norvège, ouais. Le fait qu'il fasse froid, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Le jour où on va faire les sports d'hiver à Nice, encore qu'il y a de la neige, pas loin de Nice, n'est-ce pas, à Isola 2000 et à Oron, il y a de la neige, mais il faudrait faire ça évidemment avec le soleil, ça serait merveilleux. Vous évoquiez un instant le comportement tout à fait frappant, ça, pour ceux qui ont regardé les compétitions, des Norvégiens, et on a retrouvé le même genre de comportement, je dirais, en ce qui concerne le projet d'élargissement de l'Europe. On a l'impression que les Norvégiens sont pas extrêmement pressés de rentrer dans le système. Non, malgré les bakchiches énormes qui ont été offerts par M. Delors au nom de l'Europe, n'est-ce pas, on a payé. Il faut savoir que ce sont les contribuables européens et d'abord français qui paieront l'entrée de ces pays dans le marché commun, parce qu'on a dû leur concéder beaucoup de complaisance pour pouvoir faire triompher la notion européiste d'élargissement. Et à ce propos, je voudrais rappeler aux Français qui nous écoutent, qui n'en sont pas pour la plupart conscients, que depuis le traité de Maastricht, depuis l'infâme traité de Maastricht, que nous avons été le seul parti, avec peut-être aussi le Parti communiste, mais pour d'autres raisons, le seul parti, le seul mouvement à condamner, n'est-ce pas? Les individualités qui ont combattu Maastricht l'ont fait avec l'accord des partisans de Maastricht, l'accord de leurs dirigeants de parti. Ceci était fait pour empêcher que les voix ne viennent aux élections européennes vers le Front National, et de façon à pouvoir les ramener en temps utile dans le giron des partis dont ils sont membres, n'est-ce pas? Il faut aussi le dire, ça. Eh bien, la loi française est désormais au-dessous des directives de Bruxelles. Il faut le savoir. Beaucoup de Français qui, je le dis, en sont stupéfaits. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Nous ne sommes plus maîtres chez nous, et quand c'est monsieur le négociateur celui qui de Blair House, Mickey Cantor, et puis l'autre dont le nom m'échappe. Voilà. Monsieur Léon Britaine, c'est ça. Monsieur Léon Britaine. Quand monsieur Léon Britaine va remplacer, ce qui est probable, monsieur Delors, et bien là au moins on saura qui sont les patrons. Voilà, on saura qui est le patron. Mais je peux vous dire que les réveils seront terribles. Parce que pour l'instant, avec Delors, on peut avoir un doute. Oui, mais M. Delors a dû ménager la France, parce que M. Delors ménageait aussi la possibilité d'être candidat au présidentiel. Donc il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Mais ce qu'il n'a pas pu faire, c'est d'autres qui le feront. Et il est évident que même s'il y avait unanimité à l'Assemblée nationale pour voter une loi contraire à une directive de Bruxelles, eh bien, c'est la directive de Bruxelles qui l'emportera.
Ça, c'est tout à la fait France incroyable. n'est plus dirigée, il n'y a plus de nation française juridiquement parlant. C'est même pas du fédéralisme. Non, même pas. La France pire. est devenue une région d'un pays dont on ne connaît pas les limites, ni non plus les structures, ni les responsables du gouvernement. Voilà. C'est la marche vers le mondialisme, c'est la marche vers la destruction des nations, et cette destruction est en cours, n'est-ce pas? C'est la réalisation du vœu de M. de Rothschild qui avait dit le verrou à faire sauter, c'est la nation. Absolument. Et ceci se fait avec la complicité des politiciens français qui sont déjà tous responsables de l'immigration, du chômage, de l'insécurité, du fiscalisme. Ce sont les partis de la bande des quatre qui sont au pouvoir depuis 30 ans, pour ne pas remonter au calende grec, depuis 30 ans, qui sont responsables. Il faut le savoir et le dire. Car tant que cette responsabilité n'aura pas été établie, et tant que le peuple français n'aura pas choisi de changer d'axe, d'abandonner l'axe internationaliste, droit de l'homique, antiraciste et autres fariboles idéologiques, et ne se ralliera pas à la forme politique et juridique qui a permis à la France sa pérennité depuis un millénaire, c'est-à-dire le plan national, tant que nous ne serons pas revenus au plan national, au plan de la préférence nationale, nous serons entraînés vers les abîmes. Alors, deux choses. Comment expliquez-vous que ces évidences, parce que enfin, moi, ça me paraît comme des évidences, ne s'imposent pas au peuple suédois, au peuple finlandais, au peuple autrichien qui semble vouloir entrer dans l'Europe? Qu'est-ce qu'elle a d'attirant, cette Europe, pour ces gens-là? D'abord, on ne sait pas ce que pense le peuple pour l'instant. Pour l'instant, à ma connaissance, les peuples sont contre. Mais on ne désespère pas en leur faisant miroiter les conditions extrêmement avantageuses qui ont été concédées en notre nom par Bruxelles. On espère pouvoir les rallier suffisamment de temps pour qu'ils soient ligotés et ne s'aperçoivent plus de rien. Je vous rappelle par exemple que la propagande en faveur de l'Europe en Irlande s'étalait d'une façon particulièrement cynique. Voter non à l'Europe, c'est perdre X milliards de dollars, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. On leur disait, voilà, vous perdrez l'argent que vous donne l'Europe, et ça c'est vrai au Portugal, c'est vrai en Grèce, c'est vrai dans le sud de l'Italie. Par exemple, la Finlande, je crois, a fait reconnaître, ou la Suède, a fait reconnaître 80% de son territoire comme territoire pauvre, c'est-à-dire devant être subventionné. Il faut savoir que la France paiera cette année à l'Europe 90 milliards de cotisations. Alors, quand on entend les exégètes se féliciter que l'Europe puisse aider la Corse, n'est-ce pas? C'est dérisoire. La Corse a reçu 2 milliards, et probablement les Corses croient-ils qu'ils doivent cela à l'Europe, n'est-ce pas? Et plus du tout à la France, mais l'argent que leur donne l'Europe, c'est l'argent que la France a donné, amputé de ce que coûte, bien évidemment, la bureaucratie européenne. Alors vous, en tant que président du groupe des droites européennes à Bruxelles et à Strasbourg, vous êtes le témoin quotidien de cette folie. Alors, depuis 10 ans, mon cher Serge. On essaye toujours d'en parler, mais c'est un petit peu... C'est assez difficile, au fond, de faire passer aux auditeurs, aux lecteurs, le spectacle, de leur communiquer le spectacle de ce pandémonium délirant qu'est le Parlement européen. Il n'y a pas de proposition la plus farfelue possible, surtout si elle est gauchiste d'origine, qui ne soit adoptée par la majorité. Tout ce qui est décadent, tout ce qui est laxiste, tout ce qui a le cachet antifasciste, n'est-ce pas? C'est-à-dire toutes les valeurs qui ont fait l'Europe, n'est-ce pas, au cours des siècles,
tout cela est jeté par-dessus bord, car la plupart des représentants européens sont les hommes des lobbies financiers, commerciaux, des lobbies d'import-export mondialistes, et ces gens-là ne voient qu'à l'heure de leur nombril, n'est-ce pas? Ils ne voient que les intérêts qu'ils sont chargés de défendre. Ils sont là les représentants de l'électricité, ils sont là les représentants des flux céréaliers, des flux pétroliers, des flux financiers, et qu'importe toutes ces vieilleries de l'Europe et de tout le reste, l'essentiel, c'est de faire de la monnaie le seul Dieu qu'ils reconnaissent et devant lequel ils se découvrent, c'est le veau d'or. Oui. Et alors tout ça est tartiné de morale, d'un discours moralisateur qui est vomitif littéralement. Bien évidemment. On fait la charité avec l'argent des autres, n'est-ce pas, et d'une façon ostensible, en se frappant la poitrine. Laurent, serré Maher avec ma discipline, n'est-ce pas? Nous faisons ça pour le bonheur du monde. Chacun sait que tous les constructivistes qui ont voulu imposer le bonheur du monde ont construit des enfers, comme les communistes, les socialistes, les nationaux-socialistes et autres. Alors, on peut peut-être donner la parole aux auditeurs. Il y a eu pas mal d'appels, je crois. Oui, il y en a eu beaucoup. Pour lutter contre le pourrissement dont vous parlez et que nous constatons tous, demande une auditrice, est-ce vous, Monsieur Le Pen, qui serez président de la France en 1995? Ça ne dépend pas. Nous pas. le souhaitons tellement. Oui, c'est très gentil, mais ça ne dépend pas de moi. Et je ne sous-estime pas la charge terrible que cela représente si on ne se borne pas à jouer un rôle de potiche. Il est évident que le président de la République ne pourra pas, par sa seule présence, transformer le plomb en or. Il y faudra la volonté du peuple et il faudra que celle-ci se manifeste à tous les niveaux. Je crois d'ailleurs que le premier acte d'un président de la République digne de ce nom sera de faire un référendum sur la méthode du référendum, c'est-à-dire que le référendum et le référendum d'initiative populaire deviennent des instruments politiques de premier plan, de façon à pouvoir faire les réformes sans se heurter en toutes circonstances à la coalition des intérêts ou des habitudes. C'est la raison pour laquelle cette disposition qui est sans arrêt promise n'est jamais accordée, parce qu'ils savent très bien, les gens du pouvoir, que s'ils permettent le référendum populaire, ils vont évidemment créer les conditions de leur propre liquidation. Bien sûr. Ouais. Or, ils ne pensent qu'à leur réélection. Avez-vous vu dans l'histoire de la République un député impliqué dans les responsabilités écrasantes des décennies passées qui ait claqué la porte? Quelqu'un qui a dit « je ne suis pas à la hauteur, je n'étais pas venu pour faire ça, je ne peux pas être le complice de cela ». Pas du tout. Non, je cherche, mais je vois non, pas du tout. Non. Chacun de ces gens-là entre en campagne. Ah non, mais c'est pas en France. Je pensais au chef d'État portugais qui, au bout de 2 jours, son nom m'échappe bien entendu pour l'instant, le fondateur du Portugal moderne, qui au bout de 2 jours de parlement a dit « j'ai tout compris, c'est une assemblée de canailles et de crapules », s'est en allé et a créé le régime qui a sorti le Portugal de la magouille maçonnique. Ne prononcez pas de noms maudits, mon cher Serge. Vous allez encore encourir les foudres de la censure. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça, vous croyez? Oh, je crois qu'on n'a plus le droit de dire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut beaucoup profiter des occasions démocratiques qui nous sont données dans les 18 mois. Nous allons connaître 5 ou 6 élections. Je crois 6, parce que je crois qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée et je crois qu'il y aura un profond changement de la majorité parlementaire. Eh bien, nous avons là, en quelque sorte, une chance. En tous les cas, le peuple français a une chance de se faire entendre. S'il ne la saisit pas, il est probable qu'il n'en aura plus beaucoup d'autres. Victor, il y a une autre question d'auditeur. Parce que je précise, il y a beaucoup de questions, mais il y en a énormément auxquelles on a répondu. Par exemple, il y a eu des questions. Oui, là, plusieurs personnes m'ont demandé que vous précisiez votre programme
Que voulez-vous? C'est un vaste programme, c'est le moment de le dire. Là, pour cela, je me puis me permettre de faire la publicité du livre qui s'appelle Les 300 mesures pour la Renaissance française. On trouve ça rue Clergerie, ça pèse 1 kg 300 ou 400, et ça comporte toutes les réponses que l'on peut souhaiter quand on a envie de connaître le programme de renaissance du Front National. Mais sur les différents sujets traités, il y a eu des commentaires, on peut revenir un peu? Absolument. Par exemple, sur les radios nationales, il a été en quelque sorte rendu hommage au front à propos de l'assassinat de Yann Piat. Les journalistes ont dit, ayant été au Front National, elle avait été élevée dans une certaine droiture. Ah, ça c'est très bien ça. Alors je remercie le journaliste qui a eu l'honnêteté de faire cette notation. N'ajoutez pas à son malheur en le remerciant. Oui, parce que j'ai peur que là... On n'a pas son nom, ça va. À mon avis, sa carrière ne va pas durer. Michel Cotta, elle, à la télévision, a demandé si ce n'était pas l'extrême droite qui était coupable du meurtre de Madame Piat. Ben oui. Alors, et nous avons tremblé pour un nouveau Carpentras. Madame Cotta est socialiste et elle sait ce dont elle parle. C'est quand même dans l'émission de Madame Cotta que j'ai entendu le mot le plus extraordinaire depuis le début de l'année, je crois. C'est samedi dernier ou dimanche dernier, je ne sais plus. L'émission était la table ronde, enfin la revue de presse était consacrée naturellement au massacre d'Hébron. Où un Israélite intégriste fanatique a tué une 60aine de Palestiniens au pistolet mitrailleur ou au fusil mitrailleur dans une mosquée. Et Michel Cotta s'est tourné vers M. Pierre Bénichou du Nouvel Observateur et lui a dit « Que pensez-vous de cette tragédie ?» Et il a répondu « C'est un crime contre les Juifs ». Bien sûr. Ce qui est, au fond, c'est tout à fait vrai. Il avait bien vu la chose, mais c'est quand même un peu abrupt comme réflexion. Oui, non, mais on souligne n'importe comment que cet assassin est un assassin d'extrême droite. Oui. Pas de l'extrême droite israélienne, mais de l'extrême droite quand même. Hein, c'est bien évident. Et d'ailleurs, en France, c'est tous les jours pratiquement qu'on mitraille 60 immigrés dans les mosquées qui parsèment le pays. Non, je crois que pour me mettre à la hauteur de Madame Cotta, ce que j'ai beaucoup de mal à faire parce que j'ai les genoux et la colonne vertébrale un peu grippée, ce qui est vrai, c'est que Madame Piat a été pendant 20 ans pratiquement, en tous les cas 15 ans au Front National, et qu'évidemment elle y avait pris quelques bonnes habitudes qu'on n'attrape pas au Parti Socialiste, ni à Urbain Conseil, ni Urbain Graco. Alors Jean-Marie Le Pen, si vous permettez, je voudrais qu'on évoque maintenant les... On a beaucoup de questions, enfin plusieurs questions sur l'Algérie et le rapport avec l'Algérie. J'allais en venir à ça, aux questions de politique étrangère. Alors ça peut effectivement, la question algérienne peut nous servir de charnière parce que c'est de la politique étrangère qui est très très proche de la politique française. Bruno Gollnisch a provoqué l'habituel scandale fabriqué à Lyon en disant aux écologistes qui appelaient à prendre des mesures propres à préparer l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés algériens en France, il leur a répondu oui c'est ça, ils vont arriver et vous, comme d'habitude, vous foutrez le camp à Londres. Alors toute l'assemblée locale a fait a pris un air extrêmement choqué, car ça c'est l'abomination de la désolation. On peut montrer les paires de fesses comme on veut à la télévision et sur les affiches, mais contre les paires de fesses. Ben, j'aime pas qu'on les monte dans la rue, si vous voulez. Moi je préfère ça dans le privé. Voilà. Dans le privé, je trouve ça, ça regarde que les gens du privé. Voilà, absolument. Obligé d'afficher. C'est un spectacle privé. Voilà, c'est ça. Donc, ça a provoqué un énorme scandale. Alors, la première question que je voudrais vous poser à propos de cette affaire algérienne, comme je sais que vous avez pas mal de contacts, notamment dans l'armée, auprès de certains officiers, et d'ailleurs, vous nous aviez raconté à cet égard une histoire qui s'est passée, qu'on vous a racontée à Briançon ou Besançon, j'ai un trou, c'était à Briançon. Vous racontiez que les immigrés qui occupaient le centre-ville, c'est à Belfort, pardon, oui, à Belfort. Les immigrés qui occupaient le centre-ville s'étaient déclarés choqués par le passage permanent. Ah non, ils avaient fait plus que ça, ils avaient interdit les passages de l'armée française dans leur quartier. Et les autorités militaires ont donné l'ordre désormais de contourner la ville et non plus de la traverser. Voilà.
faut pas faire de provocation. C'est un officier qui vous l'a raconté. Donc, j'imagine que l'armée a gardé quelques liens, en tout cas certains officiers ont dû garder quelques liens et quelques moyens d'information. Alors, ma question est la suivante. Fort des informations dont vous disposez, est-ce que vous croyez que la crainte est réellement fondée d'une situation tellement dramatique en Algérie qu'elle provoque un afflux de réfugiés? Je crois que le peuple algérien vomit le FLN et ses formes dictatoriales pourtant approuvées par les démocraties occidentales et singulièrement par la France. Je crois que la bataille que le FLN mène contre le fils va se traduire par sa défaite. D'ailleurs, si on en doutait, savoir que la France officielle soutient le FLN, c'est une garantie d'échec pour ceux qui seront soutenus. C'est déjà une preuve, ça. Et par conséquent, ils vont s'enfuir. Après avoir ruiné leur pays et l'avoir plongé dans la guerre civile, ils vont s'enfuir pour pouvoir profiter de l'argent qu'ils ont volé au peuple algérien et probablement un peu aussi aux subventions françaises pour vivre bien. N'est-ce pas? Ils ont pris une mentalité de nantis maintenant, où sont les hommes du Djebel, n'est-ce pas? C'est bon. Eh bien, ils pourraient aller dans des pays arabes. Ils pourraient aussi, moi je leur suggère de demander l'asile à des pays, non, mais à des pays démocratiques et très droit-de-l'homiques. Ceux qui d'ailleurs, nous inclinent, nous encouragent à les recevoir. Et malheureusement, je suis à peu près sûr que des centaines de milliers d'entre eux vont arriver ici. Alors, d'un autre côté, c'est peut-être cela le détonateur de la résistance. Je pense que le peuple français n'a pas oublié que des centaines de milliers de ses compatriotes ont été massacrés, en particulier dont les harkis, d'une façon particulièrement féroce et sauvage, et que les pieds noirs et je dirais presque les Algériens démocrates, n'est-ce pas, et ne vont pas supporter l'arrivée de leurs bourreaux ici. Et si vous voulez bien vous souvenir que la simple affaire du foulard avait fait passer le potentiel de Madame Stirbois à Dreux de 17 à 43% au premier tour et 63% au deuxième tour, l'arrivée des félagas venus chez nous pour être entretenus par l'argent du peuple français, eh bien, peut provoquer la prise de conscience électorale qui peut, grâce au scrutin majoritaire, balayer l'Assemblée nationale. Et je rappelle que les conservateurs canadiens, partis joyeux à 168, sont revenus comme ça à 2. Et je me souviens de la grande victoire de 1951 du RPF, suivie 5 ans après de l'effectif de 400 000 voix dans l'ensemble du pays. N'est-ce pas? Cela n'empêcha pas le général de Gaulle, avec l'aide des parachutistes. En tous les cas, la menace des parachutistes, ça avait suffi. Le régime était tellement vermoulu qu'il s'était écroulé sur la simple menace. D'ailleurs, il s'écroule chaque jour un peu plus sous la simple menace des uns ou des autres. Quand viendra la grande épreuve, il tombera comme une vieille table vernie, n'est-ce pas? On ne vous verra plus que un peu de poussière, ou comme quand la mule du pape botta Tistet Védène de Pampérigouste, on n'y vit plus qu'un peu de fumée surmontée par la plume de son chapeau. On nous demande 5000 Algériens arrivent-ils réellement en France par jour? Ce chiffre est-il exact? Ah ben je crois qu'il en arrive beaucoup, d'autant que vous savez qu'Air France fait des tarifs préférentiels. Vous savez que quand on est étranger, les billets coûtent beaucoup moins cher que quand on est français, bien sûr. Mais le problème d'Air France, c'est qu'ils y vont à vide, parce que j'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens pour aller en Algérie. Exactement. Et en revanche, il y en a sans doute beaucoup. C'est un voyage subventionné. D'ailleurs, les pompes aspirantes
créés par les gouvernements de droite et de gauche fonctionnent à plein, et c'est bien M. Barrot, le chef du service des migrations, n'est-ce pas, qui nous a déclaré, outre le fait qu'il était entré 10 millions d'étrangers dans les 30 dernières années, que l'année dernière, en 93, il était entré 135 000 immigrés légaux, dont 44 000 ou 48 000 travailleurs, dans un pays qui a 7 millions de chômeurs, n'est-ce pas? Il faut le rappeler tout de même. Et ça, c'est ce que M. Pasqua appelait le programme d'immigration zéro, n'est-ce pas? C'est l'immigration zéro, c'est 135 000, sans compter bien sûr les immigrés clandestins, puisque nous n'avons plus de frontières ni de contrôle frontalier, en tous les cas sur le nord, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur la Belgique et sur l'Allemagne, où nous avons mis par anticipation le système de Schengen en application, ce qui fait qu'on vous dit qu'on repousse la mise en œuvre du programme de Schengen. C'est totalement faux pour la moitié des frontières françaises. J'ajoute que j'ai eu l'occasion l'autre jour, dans un grand aéroport français international, de m'entendre dire par un responsable du service de la police de l'air et des frontières, il m'a dit: la volonté de contrôler a totalement disparu. La preuve, c'est que notre effectif était dans cet aéroport de 18 fonctionnaires, il a été ramené à 12 la semaine dernière. Bon. Si bien qu'un auditeur désabusé conclut: quand il y aura beaucoup de Maghrébins en France, le fils sera dominant et lui luttera contre l'ordre immoral, puisque les Français n'ont plus le courage de le faire. Oui, et puis alors nous irons à ce moment-là en Algérie, où nous reconstruirons un pays prospère, tandis que les immigrés et les félagas ruineront celui-ci très rapidement. Mais il est déjà en bonne passe de l'être par les gouvernements de gauche et de droite qui s'y sont succédés dans l'impuissance et la corruption. Alors, oui, encore une question. Non, c'est sur un autre sujet. Que pensez-vous de la sanction prise il y a quelque temps contre le colonel Gaujac sur l'affaire Dreyfus? Oui, le colonel Gaujac, on l'a appris, avait recopié cette partie de son texte dans le dictionnaire d'histoire Moore. Et c'est évidemment un pas de clair de plus des censeurs qui ne savent pas d'abord de quoi ils parlent, mais à partir du moment où ceci apparaît, si peu que ce soit, comme l'égratignure d'une vérité révélée, n'est-ce pas, et dans ce domaine-là, toutes les vérités sont révélées et intangibles, eh bien la sanction tombe immédiatement, même si elle doit ridiculiser, c'est vrai, quelqu'un qui ne peut plus l'être tant il l'a été plusieurs fois. Je veux dire qu'on peut quand même se poser la question, même avec on faisait preuve de toute la charité possible, se poser la question de savoir si M. Léotard est vraiment intelligent. Je crois que c'est... Il est mal conseillé, je pense. Il suit trop les conseils qu'on lui donne. Alors je voudrais terminer, Jean-Marie Le Pen, avec une question pratique. Vous avez entrepris de visiter, j'y reviens, tous les départements français de métropole. Ce sont mes lieutenants qui font ceux de l'outre-mer. À l'occasion des cantonales. Alors c'est quand même une tâche incroyable, enfin c'est un travail de titan, on peut le dire, c'est vrai. Oui, ça me rajeunit. Oui, c'est vrai, d'ailleurs je vous ai pas posé la question au début parce que c'est tellement évident, vous avez l'air en pleine forme. D'habitude, je vous demande toujours comment ça va, mais je crois que ça va bien. Mais donc, c'est que vous accordez une importance considérable à ces élections qui, en général, sont traitées comme des élections subalternes sans importance et sans portée réelle. Oui, honnêtement, ce n'est pas le terrain le plus facile pour le Front National, parce que ce sont des élections notabilières dans une atmosphère très imprégnée de clientélisme. Il faut savoir que ces budgets de subventions que nous combattons dans toutes les assemblées où nous sommes représentés servent essentiellement à établir la relation privilégiée d'électeurs favorisés par l'argent public au bénéfice du conseiller général sortant. Alors là, le candidat principal est, dans la plupart des cantons, le sortant, n'est-ce pas? Déjà conseiller général, il a quelquefois des adversaires
qui sont des maires, qui auront 70% des voix dans leur ville par patriotisme municipal. Alors, évidemment, nous avons une tâche difficile. Mais compte tenu du fait que ce scrutin, fût-il local, était le premier d'une série qui, selon moi, va être déterminante pour l'avenir de la France, puisqu'il va être suivi par les européennes, qui vont servir de tremplin, il faut bien le dire, aux présidentielles, et qu'entre les européennes et les présidentielles, il y aura probablement des législatives générales, où peut-être beaucoup de choses peuvent changer. Je sais en tout cas que d'ores et déjà, il y a au moins 200 candidats de la majorité, 200 députés sortants, qui sont d'ores et déjà battus maintenant, qui avaient été élus à quelques centaines, voire à quelques dizaines de voix, de façon presque inespérée, n'est-ce pas? Je vous rappelle que la majorité compte 485 députés UPF. Mais si ça a lieu l'année prochaine, alors bonjour les dégâts, n'est-ce pas? Dans la baraque UPF, UDF, RPR. Alors, il y aura ensuite des municipales, n'est-ce pas? 38 000 élections municipales à la fin de 95, ainsi que des sénatoriales. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, selon moi, la dernière chance de changer démocratiquement les choses dans notre pays. Je crois qu'après, le niveau de ruine économique, de chômage et d'insécurité sera tel que nous ne pourrons plus mettre en œuvre les structures démocratiques parce qu'elles seront ruinées. À bon entendeur, salut. Alléluia. Merci Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir passé 1h30 avec nous. Et puis, laissons le dernier mot à Victorien, il reste 30 secondes. C'était une auditrice qui dit « Merci à Serge de Beketch ». J'écouterai Jean-Marie Le Pen toute la nuit. Oui, mais je ne sais pas s'il ne serait pas capable de parler toute la nuit. Oui. Ouais. Et mais chanter un peu aussi. Je veux laisser un petit peu la parole aux autres. Je ne veux pas monopoliser votre antenne, que je sais être de qualité. Et il ne faut pas non plus trop lasser. Je prie les auditeurs de bien vouloir me pardonner, de leur avoir montré ce soir une vision prophétique de notre pays qui est désastreuse. Cela dit, si je me bats, si nous nous battons au Front National, c'est parce que nous pensons pouvoir être comme ces jeunes aviateurs dont parlait Churchill, ces jeunes aviateurs anglais de 40 qui avaient dit « Jamais aussi peu d'hommes n'ont sauvé autant un aussi grand nombre, ou plutôt jamais un aussi grand nombre d'hommes n'a dû autant à un petit nombre. » Eh bien, entre la France et le désastre, je crois qu'il reste le Front National, qui bien sûr n'a pas la prétention de seul permettre la renaissance de la France et le redressement de l'État, mais qui peut servir de colonne vertébrale et d'armature au peuple français quand il va vouloir, car c'est de cela qu'il s'agit, la France au vouloir. Merci Jean-Marie Le Pen.